C'est l'histoire d'une princesse qui ne veut pas se marier. À quoi bon quitter ses activités dans son jardin, la musique, les mathématiques, les voyages pour se marier? Tu comprends, ma fille. C'est parce que tu es ma seule unique fille, alors pour que tu puisses avoir des enfants qui continueront à régner après que je serai mort. Papa, c'est un peu ringard ça, non? Mais bon, pour te faire plaisir, eh bien, je vais te dire oui. Je marierai, j'épouserai celui qui sera capable de remplir ma chambre, du plancher au plafond, dans le temps qu'il y a entre l'aube et le coucher du soleil, d'une seule et unique matière, d'une seule et unique chose. Le lendemain matin, il y a déjà la queue derrière le portail du palais. Des jeunes prétendants forts, habiles, qui pensent d'avoir trouvé la solution. Le premier, lui, il débarque dans la chambre de la princesse juste au moment où le premier rayon de soleil brille. Il entre dès qu'elle ouvre avec une brouette remplie de sable. Il renverse au milieu de la pièce et puis s'en va tout de suite pour revenir quelques instants plus tard avec une autre brouette, encore du sable. La princesse le regarde, travailler sans s'arrêter. Il est pas mal, hein? Il est bien musclé, bien tenace. Il fatigue pas, bon travailleur, c'est vrai. Il continue comme ça, sans une pause, jusqu'au coucher du soleil. Eh bien, le sable n'arrive que juste en dessous de la fenêtre de la princesse. Bon, c'est vrai que la chambre a été complètement vidée pour laisser la place aux travailleurs, mais quand même, le travail n'a pas beaucoup avancé. Enfin, pas jusqu'au plafond, là où il faudrait. Et le jeune homme est obligé pendant la nuit de déblayer. La princesse se retrouvera des petits grains de sable dans les fissures du parquet encore pendant des mois. Le lendemain matin, le deuxième prétendant est un peu plus malin. C'est de l'herbe fraîche coupée qui fait des monticules. On a presque la sensation, le souvenir des pâturages en montagne. Mais le soir, cela n'arrive qu'au niveau de la fenêtre de la princesse. Certes, ça laisse une fragrance dans sa chambre vraiment délicieuse. La princesse demande à que l'herbe soit laissée pour les étables et pour ses troupeaux de vaches. Chose que le prétendant accepte tout de suite. Le troisième, c'est un romantique. Il arrive avec des pétales de rose, rouge bien entendu, léger, souple, et ça fait des montagnes de pétales presque jusqu'au plafond. Là, la princesse commence à être inquiète, mais il suffit d'un coup de vent rentré par la fenêtre et les pétales se tassent. Le soir arrivé n'arrive pas jusqu'au plafond. La princesse demande si gentiment le prétendant peut lui laisser les pétales de rose qu'elle va utiliser pour son bain le soir. Et ainsi, ils défilent l'un après l'autre. On essaye avec de la paille, du papier, des plumes, mais rien n'y fait. Personne ne remplit la condition que la princesse a demandée. Et bientôt, la file derrière le portail du palais se tarit et la princesse est tranquille. La nouvelle, finalement, arrive jusqu'au bout du royaume, c'est-à-dire que la princesse épouserait quelqu'un qui remplirait sa pièce d'une seule unique chose. Un berger a entendu parler de la princesse, une personne charmante, intelligente, de bonne compagnie, belle de surcroît. Il se met en marche
Et bien longtemps après que le dernier des prétendants a fait son épreuve, il vient frapper à la porte du palais. Le roi est content. Il l'accueille comme un empereur, un dîner digne d'un dieu, un lit souple et moelleux pour qu'il puisse bien se reposer. Et à l'aube, il est prêt. Il frappe à la porte de la princesse, elle ouvre. Bonjour ma princesse, puis-je rentrer? Bien sûr, viens. Waouh, ma princesse, qu'est-ce que c'est beau ici chez toi? C'est magnifique. Et la fenêtre qui donne sur le jardin. Ouh, et si on allait faire un tour dans ton jardin? Ah, la princesse est contente. Peut lui montrer ses fleurs, ses plantes préférées. Et c'est vrai que la promenade est agréable. L'homme ne peut pas se retenir de comparer la beauté de la princesse aux roses de son jardin. C'est banal, mais efficace. Et de sortir sa flûte pour lui chanter une petite sérénade qu'il invente sur le moment. Et puis, il fait faim, on mange, il fait chaud, on boit, on parle, on discute, on se promène. Et les heures passent sans qu'on s'en rende compte. Bah, jeune homme, tu n'avais pas quelque chose à faire? Lui demande la princesse quand elle voit que le soleil commence à baisser vers l'horizon. Ah oui, bien sûr. Viens, on monte dans ta chambre. Et là, il regarde par la fenêtre. Quand le soleil commence à être derrière l'horizon, il attend. Il attend ce dernier moment où la dernière étincelle disparaît. Et juste avant, il sort de son sac un bougeoir avec une bougie dedans qu'il allume. À ce moment-là, le soleil disparaît, il fait presque noir, mais à l'intérieur de la chambre, tout, jusqu'au dernier petit recoin, tout est rempli de lumière. Du plancher au plafond. Et il a gagné l'épreuve et le roi est très content que finalement, sa fille puisse avoir un époux, comme il convient pour une princesse. Une fête magnifique qui a duré 10 jours et 10 nuits. Et quand finalement le couple reste seul, il ose poser une question qu'il a sur le bout des lèvres depuis qu'il l'a rencontré, depuis qu'il a allumé la bougie. Tu sais très bien que la lumière était de partout, sauf en dessous du bougeoir, là où il y a l'ombre du bougeoir. Pourquoi tu n'as rien dit? C'est vrai, tu as raison. Sans doute parce que tu m'as plu tout de suite, et puis aussi parce que mon cœur est comme ma chambre. Il est rempli de lumière, mais il y a une toute petite ombre quelque part. Je ne peux rien faire, elle est là, parce qu'il y a de la lumière, et c'est bien comme ça. Au château d'Ithaque, la reine est assise dans sa chambre, à son métier. Elle tisse. Elle tisse une toile, et pendant qu'elle tisse, elle regarde par la fenêtre et pense à son mari, Ulysse. Ulysse, où es-tu? Tu es parti il y a 20 ans pour une guerre qui en a duré 10. 10 ans que je t'attends. Tous les autres guerriers, ceux qui ont survécu à la guerre, sont revenus. Seulement toi, tu manques. Ulysse, où es-tu? Tous les autres disent que tu es mort, mais moi je sais que tu es vivant. Où es-tu, Ulysse? Pendant la journée, elle tisse, mais la nuit, toujours assise à son métier, elle détisse. Elle détisse ce qu'elle a fait pendant la journée.
Et ainsi faisant, en tissant et en détissant, elle fabrique le fil du temps. Elle crée le temps pour que Ulysse puisse revenir. Elle lui crée un espace qui lui permette de revenir de là où il se trouve, quoi qu'il fasse, pour qu'il arrive à temps avant qu'il soit trop tard. Les autres princes d'Ithaque, et ils sont nombreux, ils sont jeunes, ils prétendent tous à monter sur le trône et à se faufiler dans le lit de la reine, devenir roi, épouser la reine. Parce que c'est la coutume que le roi doit être accepté par les autres princes, le fils d'Ulysse, Télémaque. Il vaut rien. Ulysse, où es-tu? Presse-toi de revenir, puisqu'il faut que j'épouse l'un des prétendants dès que j'aurai fini cette toile. Et ce n'est pas n'importe quelle toile. Cette toile-là, c'est le linceul qu'elle prépare pour le père d'Ulysse, Laërte, au cas où il venait à mourir avant le retour du roi. La triche, un jour, est découverte. Pénélope arrête son travail, arrête de fabriquer le temps, arrête son jeu, mais elle impose le sien au prétendant. J'épouserai celui qui, en utilisant l'arc d'Ulysse que j'ai dans ma chambre, saura viser une cible avec une flèche qui doit passer au centre de 12 cerceaux en fer posés en ligne droite. Étrange épreuve, les prétendants acceptent. Ils sont jeunes et forts. Ils sauront bien faire cela. Pénélope prépare la salle des fêtes. Elle pose les 12 cerceaux en fer sur des tiges en ligne droite, au-delà la cible. Elle va chercher l'arc d'Ulysse qui n'a pas amené à la guerre et qui est resté démonté dans sa chambre. Un arc à taille humaine qu'Ulysse avait taillé lui-même dans un bois dur et souple à la fois. Et puis, elle se désintéresse de la chose. Au fond, l'un ou l'autre, c'est pareil. Elle monte dans sa chambre. La déesse Athéna pose sur son visage un voile de sommeil. Elle s'endort profondément. Dans son sommeil, Pénélope n'entend pas, n'entend rien. Elle n'entend pas ce qui se passe là-bas, dans la salle des fêtes. Les essais des prétendants, les cris d'imprécation pour ne pas réussir à monter l'arc d'Ulysse. Elle n'entend pas les cris de dédain et de méprise quand un misérable mendiant demande à se prouver lui-même. Il n'entend pas les hauts de surprise des prétendants quand ils voient que le misérable mendiant a réussi à monter l'arc, à tirer la flèche et à marquer la cible. Elle n'entend pas, surtout, les cris de frayeur, de douleur des prétendants frappés par les flèches que le mendiant continue d'envoyer sur eux jusqu'à qu'ils tombent un à un au sol et qu'ils gisent morts dans leur sang. Elle n'entend rien de tout cela. Les prétendants ont été tués par le mendiant dans la salle des fêtes dont les portes avaient été verrouillées et où les armes avaient été enlevées.
Elle entend juste une servante qui vient la réveiller, en lui disant que le roi Ulysse est retourné de son long voyage. Le roi Ulysse a fait justice dans sa maison. Il a tué les prétendants. Le roi Ulysse, il est là. Il l'attend. Pénélope a attendu cela pendant 20 ans. C'est maintenant vrai? Est-il de retour? Elle a bien fait son travail que de fabriquer le fil du temps. Elle descend. Elle le voit. Elle reste stupéfaite. C'est lui qu'elle a devant elle. Ce n'est pas le vieil mendiant couvert de croûte qu'elle avait accueilli la veille. Ce n'est pas un vieux guerrier de retour après 20 ans de guerre et de voyage. C'est Ulysse, tel qu'elle s'en souvient quand il est parti, jeune, fort, pas une ride. Le temps a laissé sur elle-même les traces des années qui se sont écoulées sur son visage, mais là, l'homme qu'elle a en face, il est jeune et vigoureux, comme quand il lui a laissé leur bébé dans ses bras et les monté dans le bateau en direction de Troie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est un imposteur, c'est sûr. Quelqu'un qui veut se défaire des autres prétendants, qui veut s'emparer du trône et du lit du roi. Elle n'est pas pour rien la femme d'Ulysse le rusé. Ulysse, je te souhaite la bienvenue après toutes ces années d'absence. Tu dois être fatigué. Elle appelle une servante. S'il te plaît, amène le lit d'Ulysse ici dans le salon avec une couverture moelleuse pour qu'il puisse se reposer. C'est au tour d'Ulysse à être stupéfait. Pénélope, de quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu dis là? Tu as oublié? Tu as oublié? Comment, quand on est arrivé ici, jeune mariée, j'ai bâti notre chambre nuptiale autour du vieil olivier qui poussait dans la cour du palais? Tu te souviens, pierre après pierre? J'ai bâti les murs de notre chambre après avoir coupé l'olivier. Tu te souviens comment moi-même, avec mes mains, j'ai fait des planches du tronc de l'olivier et comment je les ai clouées à la souche qui restait au milieu de notre chambre, jadis la cour. Tu te souviens comment j'ai fabriqué notre lit à nous deux, notre lit nuptial, où notre fils Télémaque a été conçu. Tu te souviens? C'est là où tu as oublié. S'il te plaît, réponds-moi. Tu sais très bien que le lit ne peut pas être déplacé. Il est enraciné dans la terre d'Ithaque. Bien sûr que Pénélope s'en souvient. C'est leur secret. Personne d'autre ne le connaissait. Seulement Ulysse pouvait savoir que le lit ne peut pas être déplacé en dehors de leur chambre. Alors, elle le prend par la main, elle l'amène dans leur chambre. La première nuit, après le retour d'Ulysse, ils ont plein d'histoires à se raconter. C'est la nuit, dans une ville dortoir à la périphérie d'une grande ville, tout le monde dort.
des centaines de personnes dans des dizaines d'appartements. Par ailleurs, qu'est-ce que vous voudrez faire dans une ville dortoir la nuit, si ce n'est dormir? Parmi tout ce monde, ce soir, un homme et une femme se sont endormis exactement au même moment. Et exactement au même moment, ils ont commencé à faire le même rêve. L'homme et la femme ne partagent pas le même lit ni le même appartement. Par ailleurs, ils ne se connaissent même pas. Et pourtant, ils font exactement le même rêve. Elle rêve un chinois, lui un noir et blanc. Et pourtant, c'est exactement le même rêve. Et dans leur rêve commun, ils rêvent de dormir ensemble dans le même lit, côte à côte. Dans leur rêve commun, à un moment, c'est la jeune femme qui se réveille. Elle regarde autour d'elle. Elle est dans un endroit qu'elle ne connaît pas, à côté d'un homme qu'elle ne connaît pas. Elle le regarde. Il a un front ample comme une prairie et ça lui donne envie de courir à perte de souffle dans cette prairie. Il a des sourcils incourbés comme l'aile du corbeau, un nez important. Elle le trouve beau. Elle le regarde longtemps, puis elle met la main dans la poche de sa robe. Elle en sort une petite pièce de monnaie, l'une des celles de son pays, en cuivre avec un trou au milieu. Il la met dans la main à lui, qu'elle referme dessus. Elle pose un baiser léger sur ses lèvres, et puis prise d'une irrésistible envie de dormir, elle s'allonge à nouveau à ses côtés et s'endort profondément. Dans leur rêve commun, un moment plus tard, c'est le jeune homme qui se réveille, qui se retrouve dans un endroit qu'il ne connaît pas, à côté d'une femme qu'il ne connaît pas. Lui, il est photographe. Il a une bonne mémoire des visages. Il saurait distinguer le milliard 400 millions de visages différents des Chinois les uns des autres. Il est sûr, cette femme, il ne l'a jamais rencontrée. Il la trouve belle. Elle a un ovale parfait, une bouche à forme de cœur et une longue chevelure noire, noire comme l'aile du corbeau. Il s'est dit que, avec cette beauté simple, peut-être une fleur dans les cheveux, ça lui donnerait une lumière qui la mettrait encore plus en valeur. Ça tombe bien. Sur le rebord de la fenêtre, il y a un pot de jasmin en fleurs. Il se lève et s'en approche. Il cueille 3 petites fleurs blanches qu'il glisse dans les cheveux de la jeune femme. Oui, comme ça, c'est bien. Il la regarde encore longuement. Puis il pose un baiser léger sur ses lèvres et, pris d'une irrésistible envie de dormir, il s'allonge à nouveau à ses côtés et il s'endort profondément. Le rêve s'évanouit dans la nuit. 7 heures du matin, les réveils sonnent. Ils sont ramenés à la réalité brutale que cela n'était qu'un rêve. Pourtant, un rêve si chaud, dans lequel chacun d'entre eux a envie de s'envelopper comme dans une couverture moelleuse, qu'on voudrait porter sur sa peau pendant toute la journée, n'est pas le lâcher. Et pourtant, ce n'était qu'un rêve. Lui,
pendant qu'il se prépare, il se souvient. Il se souvient que lors de ses nombreux voyages en Asie, il a gardé les petites pièces de monnaie qu'il ne pouvait pas dépenser jusqu'à la dernière minute. Alors il va fouiller dans ses affaires et il trouve le petit sac en plastique et il en sort une petite pièce de sel en cuivre avec un trou au milieu. Il a fait passer à sa chaînette en or qu'il porte toujours autour du cou. Et là, le toucher froid du métal sur sa peau lui donne cette illusion que le rêve est vrai et qu'il pourra le sentir pendant toute la journée. Elle, pendant qu'elle se coiffe devant sa glace, elle s'est dit que les fleurs lui allaient vraiment bien. Elle, elle travaille dans un hangar avec des dizaines d'autres. Elle travaille à une machine à coudre, ratatatata, ratatatata, pendant toute la journée, pendant 10, 12 heures par jour, sous les lumières des néons, ratatatata, ratatatata. Même pas le temps pour se lever, aller aux toilettes, pour manger, pour respirer, ratatatata, ratatatata. Toute la journée, 6 jours, 7 jours parfois par semaine, ratatatata, ratatatata, enfermée avec des autres, à une machine à coudre dans un hangar, ratatatata, ratatatata. Quand elle est arrivée dans ce pays, on lui a retiré le passeport, on lui a dit « Toi, fais profil bas, ne te fais pas remarquer, d'accord ?» Elle a toujours obéi, jusqu'à aujourd'hui. Mais au fond, une fleur dans les cheveux, ce n'est qu'une coquetterie, n'est-ce pas? Elle sort de chez elle, elle dévale les escaliers de 6 étages sans ascenseur jusqu'à arriver dans la courette de l'immeuble où elle habite. À côté de l'ex-conciergerie, il y a un grand pot avec un jasmin qui grimpe au mur, en fleurs. Elle accueille 3 petites qu'elle glisse dans sa chevelure noire. Et puis quand elle sort dans la rue, elle contrôle son reflet dans la vitrine d'un magasin. C'est ça. C'est comme dans le rêve. Et puis chacun, de son côté, va prendre le métro. Le métro. À 8 heures du matin, c'est la balaye toutes les miettes de rêve qui restent accrochées au pull. Pourtant, quand il rentre dans sa rame, il le sent tout de suite, le parfum d'une fleur fraîche de jasmin. Il cherche du regard. Il voit devant lui une jeune femme qui lui tourne le dos, à la longue chevelure noire comme l'aile du corbeau, et qui a 3 petites fleurs blanches de jasmin sur la tête. Il n'ose pas s'en approcher. Il reste là, tétanisé. Mais dans son cœur, il crie « Hé, c'est moi! Retourne-toi, s'il te plaît, c'est moi, je suis là, s'il te plaît, regarde-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. » Et elle sent derrière sa nuque comme un picotement, un chatouillis, un quelque chose qui l'appelle. Alors elle se retourne. Qui voit-elle? Un jeune homme. À la chemise au col ouvert, qui porte une chaînette en or de laquelle pend une petite pièce, un cuivre, une de celles de son pays avec un trou au milieu. Les deux se regardent longuement. Ils se reconnaissent. Et à ce moment-là, ce sont les êtres les plus beaux du monde. Il y a très longtemps, dans une belle forêt de Grèce, Pan, le dieu de cette forêt, s'y promène. S'y promène avec le but
d'aller conquérir le cœur des nymphes, les fées des arbres et des ruisseaux. Certes, à chaque fois qu'elle le voit, elle s'écrie, elle s'enfuit en criant «Au monstre!». Les nymphes, oui, certes, elles sont belles, à la jeunesse immortelle, elles peuplent la forêt et sont l'une plus belle que l'autre. Elles sont pas vraiment aussi difficiles comme on pourrait l'imaginer. Après, c'est une question de goût, mais bon, bon, ces sabots, certes, ne sont pas des plus charmants, pour ne pas parler de ce qu'il y a au-dessus, des longs poils sur ses jambes, des longs poils de chèvre. Elle n'aime pas beaucoup, mais bon, ce n'est pas le pire. Il a une poitrine bien musclée, ah, ça leur plaît. Mais ça se complique quand ça monte vers la tête. Ce n'est pas sa barbichette, ni à la rigueur ses oreilles pointues et velues. Ce qui les rend horrifiques, c'est ces grandes cornes de bouc enroulées comme une couronne sur sa tête. Oui, la couronne du roi de la forêt. Mais lui, il sait comment faire. Dès qu'il les aperçoit au loin, se cachant dans les buissons ou se jetant dans les ruisseaux, il prend sa flûte. Il commence à jouer de la musique. Alors là, Pan, c'est un musicien imparable. Et les nymphes, pas seulement, elles arrêtent de courir, mais surtout s'approchent de lui pour écouter. Et la musique rentre dans leurs oreilles, arrive jusqu'au cœur comme un baume. Elles ne le voient plus laid comme il est. Elles ne sont que des oreilles pour écouter. Elles le trouvent même presque beau. Et c'est ce qu'il fait là, en ce moment. Et pendant qu'il joue, il les regarde, et parmi elles, il y a sa préférée, Syrinx. Aujourd'hui, il a décidé, il va lui déclarer son amour. Mais pour déclarer son amour, il faut qu'il parle. Alors, dès qu'il pose sa flûte, les nymphes le voient. Oh monstre! Et en quelques secondes, elles sont parties. Mais lui, il suit sa préférée, Syrinx. Quand elle s'aperçoit d'être suivie, elle court encore plus rapidement. Mais lui, cette fois, il a décidé que c'est aujourd'hui ou jamais qu'il va lui déclarer son amour. Alors, il court plus vite qu'elle. Et elle accélère encore plus, effrayée. Et lui, il a décidé, et à grands enjambées, il s'approche de plus en plus. Elle, paniquée, elle arrive là, sur le bord d'un étang. Elle, c'est une nymphe d'arbre. Elle sait pas nager, elle sait pas quoi faire. Lui, il s'approche, et sa main velue la touche presque. Et elle, alors, en se jetant à l'eau, elle crie «Non, je ne veux pas qu'il me touche». Syrinx se noie, mais elle ne meurt pas. Elle se métamorphose. Ses orteils rentrent dans la vase au fond de l'étang, s'allongent jusqu'au cœur de la terre. Son corps devient fin, élancé, et s'élance en dehors de l'eau, et ses bras courent fins vers le ciel en quelques instants. Syrinx s'est transformé en roseau qui se balance maintenant dans le vent tiède qui passe. Et le vent tiède qui passe rentre dans les creux des roseaux. Cela fait des sons et des sons ensemble, cela fait de la musique. Et Pan, dépité à voir sa belle se transformer ainsi, il reste saisi par cette musique. Et il a une idée. Il prend le roseau syrinx, il le coupe, et puis il le coupe encore en 7 morceaux de longueur différente. Il pose les morceaux les uns à côté des autres,
Il les fixe les uns aux autres avec une branche verte, et puis il fait comme le vent. Il souffle à l'intérieur des creux. C'est la fée des sons. Des sons ensemble, c'est la fée de la musique. Et Pan vient d'inventer la flûte de Pan ou syrinx. Et il la porte toujours sur lui pour se rappeler de son amour pour sa préférée, pour jamais la quitter. Depuis ces temps-là, des milliers d'années se sont écoulées. Les forêts de Grèce, hélas, ont été coupées. Les nymphes ont disparu, personne ne sait où elles sont. Même Pan, on l'a plus revu. Tout ce qui reste de cette belle histoire d'amour, c'est la musique. Dans une maison au bord du village, habitait la femme qui savait tout, qui connaissait le passé, le présent et le futur, qui avait une réponse à toute question. Tout le monde allait lui poser des questions. Chacun recevait la réponse adéquate. Un garçon qui habitait dans le village n'était pas convaincu. Ce n'est pas possible. Un être humain qui connaisse tout, qui ait toujours une réponse. Elle triche. Et moi, je vais démontrer qu'elle triche. Il monte sur un arbre, là où il sait qu'il y a un nid de colombes. Il prend l'oiseau à l'intérieur, il le cache derrière son dos, et puis lui aussi, il va voir la femme pour lui poser sa question. Il attend son tour, et puis quand il rentre dans la maison et il se retrouve face à face avec elle, il lui demande: Ô femme, toi qui sais tout, toi qui connais le passé, le présent, qui vois dans le futur, toi qui as une réponse pour chacun, sais-tu répondre à ma question? Est-ce que la colombe que je tiens derrière mon dos, est-ce qu'elle est vivante ou morte? Tout en se disant, si elle dit qu'elle est vivante, j'ai vite fait de lui tordre le cou et de lui démontrer qu'elle a tort. Si elle dit qu'elle est morte, j'ai vite fait de la relâcher, de lui montrer qu'elle a tort. Alors, sais-tu répondre à ma question? Elle le regarde droit dans les yeux. Elle lui sourit. Elle lui dit: Mon garçon, la réponse est entre tes mains.